Ils auraient très bien pu dire non en fait, parce que forcément ça a un coût de venir s'installer sur Paris, il y a plein de trucs, donc vraiment ils sont toujours là à chaque compète, mais vraiment à chaque compète, et je me dis moi il faut que j'assure pour être des parents comme eux quoi, parce que là j'ai pas le choix, ils sont top. Non franchement c'était incroyable, c'était un autre monde, c'était un peu comme le PMU en France quoi, et mais vraiment quand j'ai vu l'engouement qu'ils avaient pour nous, ensuite en fait quand on arrive à l'âge de 12 ans, qu'on est dans un internat, faut apprendre à se gérer, faut apprendre à devenir autonome, faut respecter les règles. Bonjour à tous, ici Renan Branchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Bonjour Mathilde, bienvenue sur le podcast, dans ce nouveau portrait d'athlète. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors nous sommes à distance, pour moi c'est dans le nord-est parisien. Toi t'es dans quel coin là en ce moment ? Moi je suis à Saint-Quentin-en-Yvelines dans le 78. Ok, donc on n'est pas très très loin géographiquement, mais bon, ça fait du chemin quand même. Si ça te convient, je vais te présenter rapidement, sans trop en dire, pour qu'on en découvre encore un peu plus pendant nos discussions. Alors Mathilde Gros, tu es spécialiste du sprint sur piste à vélo. Alors les auditrices et auditeurs doivent bien connaître ce sport maintenant, car on a eu sur le podcast Florian Rousseau, donc 3 fois champion olympique, que tu dois bien connaître sur la discipline, maintenant en charge du très haut niveau à la fédération d'athlétisme, et Benoît Vetu, entraîneur du sprint de l'équipe japonaise de vélo. Alors Mathilde, toi t'es toujours dans la course par rapport à eux, on va dire sur la piste, on va dire ça comme ça, car Mathilde, tu es considérée comme une des plus prometteuses cyclistes de ta génération. À 21 ans, tu es déjà plusieurs fois championne de France de keirin, de vitesse et de 500 mètres, également 2 fois championne d'Europe de keirin. Tu as d'autres titres dans ton palmarès, on y reviendra plus tard. Alors un palmarès déjà très impressionnant et on pourrait croire que tu as toujours fait du vélo, mais non, puisqu'au départ tu étais parti sur le basketball au Pôle Espoir d'Aix-en-Provence, ville que je connais bien puisque j'y ai grandi. Alors avant de rentrer dans le détail et ce qui t'anime en ce moment, est-ce que tu peux me raconter tes débuts dans le sport ? Pourquoi le basketball au départ ? Alors, j'ai choisi le basketball. Enfin, du coup, à la base, j'étais très grande pour mon âge. À 4 ans, j'étais quand même assez grande. Et du coup, mes parents voulaient nous faire un sport collectif, un sport individuel. Donc, j'ai un frère et une petite sœur, qui ont respectivement 16 et 18 ans. Et du coup, en fait, voilà, pour eux, le sport, c'est très important. Ma mère est professeure de PS et mon père a fait pendant 40 ans du foot, de manière intensive. Donc, c'est vrai que le sport, c'est quelque chose qui rythme notre quotidien dans notre famille. Et du coup, mon père, en fait, m'a dit, elle est très grande, etc. Donc, c'était soit le hand ou le basket. Et puis, il avait un ami à lui qui avait un club pas très loin de chez nous. Du coup, il m'a mis au basket.
Et à partir de là, donc j'ai débuté le basket à l'âge de 4 ans. Je suis devenue vraiment accro tout de suite. Et Ah, c'est hyper tôt, 4 ans quand même en plus. ouais, franchement, c'est devenu ma passion, mais vraiment dès le début. Enfin, quand j'étais toute petite, je me disais mais je veux faire le basket, je veux devenir basketteuse professionnelle, je vais faire ça toute ma vie. Et en fait, à l'âge de 12 ans, j'ai été repérée pour entrer dans le pôle espoir d'Aix-en-Provence à Aix, donc en basket toujours. J'ai fait ma première année et lors de ma deuxième année, je suis montée sur un watt bike. Et en fait, c'est un vélo qui calcule votre puissance en watts. Et à ce moment-là, j'ai fait des données assez impressionnantes pour mon âge et du fait que je n'avais jamais fait de vélo. Sachant que même faire du VTT, j'avais dû en faire une fois dans ma vie pour faire plaisir à mon père, mais sinon c'était pas vraiment un plaisir pour moi de faire du vélo. Et en fait, à ce moment-là, ça a fait un peu effet boule de neige. On en a parlé un peu tout autour. Enfin, chacun en a parlé un peu autour de lui. Et du coup, c'est remonté jusqu'aux oreilles de l'entraîneur national à Paris en cyclisme sur piste. Et du coup, quelques mois après, même pas, ils m'ont proposé de venir essayer le vélo pendant une semaine à Paris. Et là, j'ai essayé la discipline, j'ai refait des tests parce qu'ils voulaient voir que c'était pas un fake, donc ils voulaient voir que c'était vraiment réel, etc. Donc j'ai refait des tests, j'ai confirmé. Et puis à partir de là, ils m'ont proposé d'intégrer l'INSEP en septembre 2014, sachant que j'étais donc à Paris en avril. Et ils m'ont dit bah écoute, tu termines tranquillement ta saison de basket. Donc j'ai fait mon dernier tournoi avec mes copines en juin. Et puis en août, j'étais arrivée à Paris donc je rentrais à l'INSEP en tant que du coup sportif de cyclisme sur piste. Ok, du coup c'est allé hyper rapidement. On a l'impression que t'as quitté le basket, allez c'est fini, clé sous la porte, et t'es parti. C'était pas hyper dur pour toi au début quand t'es parti? Si, franchement, j'ai dû faire le pour et le contre. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup discuté, mais c'est vrai que personne m'a aidé dans mon choix. Ma famille, mes parents, ils m'ont dit, écoute, c'est un choix qui t'est propre. Même mon entraîneur de basket, je le remercie encore à l'heure actuelle parce qu'il aurait très bien pu dire, non mais c'est bon, c'est n'importe quoi cette histoire, tu restes avec moi et puis c'est tout. Donc c'est vrai que même lui, il me dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu te fais une liste avec d'un côté les pour et d'un côté les contre. Et vu qu'en fait, un de mes objectifs et de mes rêves, c'était de participer aux Jeux Olympiques et de gagner une belle médaille, je me suis dit, écoute, en basket, j'arriverai pas parce que j'étais pas assez douée et que voilà, pour atteindre le très très haut niveau, c'est 0,1% d'athlètes qui sont de très haut niveau, j'en ferais pas partie en basket. Et là, on m'offre l'INSEP qui est le Graal en termes d'école du sport. Et je me suis dit, mais attends, t'as même pas fait de compète, t'es monté une fois sur la piste, t'étais en tenue de basket et tout, on me dit ça, bah vas-y, tu peux pas dire non, c'est pas possible. Et donc à 15 ans, je suis partie, j'ai quitté amis, famille, école, et puis j'ai commencé mon rêve en cyclisme. Ouais, tu savais déjà ce que c'était. Quand tu dis, là t'en parles de l'INSEP et tout, quand on t'a proposé d'aller à l'INSEP, tu savais déjà ce que c'était, t'avais déjà comme but, tu dis même que ça soit le basket ou n'importe quel sport, d'avoir une médaille olympique un jour, c'était vraiment ton but, quoi. Ouais, en plus, quand on était au Krebs, au Pôle Espoir à Aix, c'est vrai que l'INSEP, c'était vraiment l'objectif de nous toutes. Et moi, j'avais mes deux meilleures amies qui étaient prises en fait à l'INSEP en basket. Ok. Donc moi, j'étais super contente pour elles. Et puis en fait, finalement, on s'est retrouvés à trois l'année d'après. Toutes les trois ensemble, bon les deux pour le basket et moi le cyclisme, donc c'était un peu marrant parce que du coup quand je suis montée à l'INSEP, les basketteuses que je connaissais des autres régions, elles me disaient ah mais on savait pas que t'étais rentrée dans l'équipe et tout. Je fais non mais moi je suis pas là pour ça, alors que 2 mois avant j'avais fait mon dernier tournoi contre elles en basket, donc c'était assez marrant au début. Ouais, ça devait être très très drôle. Alors t'es vite arrivé au succès. Alors déjà chez les juniors avec 2 titres européens, un nouveau record de France junior aux 500 mètres départ arrêté, aux 200 mètres aussi départ lancé. Tu as battu plusieurs records du monde junior, triple championne d'Europe junior et espoir, aux mondiaux junior. Ça fait énormément quand j'en parle. Alors c'est pareil aux mondiaux junior, c'est avec un triplé aussi que tu gagnes. Tu remportes 2 titres de championne de France au Keirin et en 500 mètres, j'en ai parlé avant. Donc t'as eu du succès hyper vite, alors quand t'es monté sur le vélo. Est-ce que t'as senti une pression au départ et même maintenant avec des résultats très jeunes, tu vois? Est-ce que t'as senti, est-ce que tu sens qu'on t'attend toujours sur toutes ces compétitions? On sent que derrière toi, il y a tout le monde qui est là, bon, elle est hyper prometteuse, il faut que ça gagne de toute façon, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au début, vraiment au tout début, quand je suis arrivée à l'INSEP, assez vite,
j'ai compris que voilà, c'est vrai qu'ils avaient fait un peu un pari sur moi, donc c'était un peu qu'est-ce que ça va donner? C'est du jamais vu, ça s'est jamais fait, c'est assez incroyable, pas beaucoup de personnes croyaient en moi, mais après c'est compréhensible hein, parce que quand même moi je repense à comment j'étais sur la piste, je me suis dit ah ouais, comment c'est possible? Mais c'est vrai qu'au début c'était assez j'avais pas trop de pression, je m'étais laissé un an, je m'étais dit voilà, je me laisse les championnats de France en fin d'année et si je performe pas et que qu'on voit que ça avance pas, au moins j'aurais tenté, j'aurais pas de regrets dans ma vie et puis voilà, je reprendrai le basket dans mon petit village tranquille et puis tant pis mais du coup c'est vrai qu'au début c'était on verra bien un peu advienne ce qui pourra. Et puis après, au championnat de France, ça s'est très bien passé pour moi, donc quand j'étais cadette. Et puis à partir de là, ça s'est un peu enchaîné. L'année d'après, j'avais fait les Europes, j'avais performé aux Europes, et puis les mondiaux, j'avais pas performé, donc ma première année junior. Et puis c'est vrai que j'ai vraiment vu l'évolution en deuxième année junior, où là j'ai tout gagné. J'avais fait donc un été en or, que ce soit France, Europe, monde. Donc vraiment, c'est là où j'ai vraiment vu l'accélération, où j'ai commencé à avoir beaucoup de notoriété, beaucoup de demandes d'interview, et c'est là où, en fait, au début, j'étais un peu, je m'y attendais pas trop, je vivais un peu sur un petit nuage. Puis après, ça s'est enchaîné avec les Europes élites, où là, j'ai fait une médaille, je suis devenue vice-championne d'Europe en vitesse, c'était pas attendu non plus, donc là, ça a pris encore plus d'ampleur. Et puis à partir de là, j'ai eu un peu ce rôle de pépite sur la piste, en cyclisme sur piste. Et puis j'ai eu ma chute assez grave, donc c'est vrai que j'ai pas performé après tout de suite. Donc tout de suite, c'était assez compliqué. Et puis au fur et à mesure des années, je le sens et je sais que j'aurai toujours cette pression entre guillemets de voilà, j'ai performé très tôt, donc tout le monde attend que je sois championne du monde et moi également. Mais voilà, je me dis, il vaut mieux avoir cette pression-là de au moins on m'attend et je sais que je peux être capable de faire quelque chose que plutôt l'inverse. Donc je me dis voilà, juste après j'ai appris à le gérer, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai pas rapporté de médaille cette année en vitesse. Du coup j'ai appris à répondre aussi aux journalistes, un peu aux attentes de tout le monde. Et puis maintenant, je pense à moi et je me dis voilà pourquoi je fais ce sport-là à la base, c'est pour prendre du plaisir. Et je suis bien entourée pour ça, heureusement, avec mon entraîneur, le staff, etc. Donc voilà, j'ai appris à gérer cette pression et je me dis un jour le travail que je fais paiera et j'aurai la plus belle des récompenses. Ok, et concrètement, tu dis t'as appris à la gérer. Concrètement, c'est quoi? T'as appris à la gérer comment? Je veux dire, psychologiquement, t'as des gens qui t'accompagnent sur ce Je niveau-là? vois un préparateur mental depuis maintenant 2 ans, enfin, ça va faire 3 ans Ok. maintenant. Donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé parce que en cyclisme sur piste, depuis Félicia Ballanger, il y a pas eu vraiment une fille. C'est vrai qu'il y a eu plein d'athlètes comme Virginie Cuef, Sandy Claire, loin de là, très très performantes et très prometteuses aussi. Donc elles ont remporté des médailles et tout ça, mais c'est vrai que on, on- il y a eu, je sais pas pourquoi, cette attente, envers moi dès le début, après mes titres juniors. Et c'est vrai que du coup, j'avais un peu la pression. Enfin, les gens me disaient, ouais, t'es la future Félicia Ballanger. Je dis, ah ouais, quand même, elle a été triple championne olympique. Enfin bon, voilà, voilà, c'est du lourd, hein. Donc c'est vrai que j'avais un peu cette pression. Et puis après, au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'avec mon préparateur mental et mon coach, en plus, j'ai de la chance d'avoir un super coach et ça fait depuis mes débuts qu'ils m'entraînent, donc ils me connaissent très bien. Et du coup, c'est grâce à eux que voilà, on s'est dit maintenant, de toute façon, quand tu gagneras, tout se passera bien. Quand tu perdras, ce sera un peu plus compliqué. Donc voilà, faut un peu se créer cette carapace et il faut avancer en gardant l'objectif des jeux. Et voilà, après l'objectif c'est pas avoir de regrets, de tout donner. Je veux vraiment qu'à la fin de ma carrière, voilà, je suis pas passée à côté de quelque chose à cause du stress, que si j'ai pas remporté ce que je voulais, c'est que c'est la vie et que c'était écrit comme ça. Ouais, et de te faire plaisir, comme tu viens de dire, quoi. Ouais. C'est important, ouais. Et alors, j'ai parlé tout à l'heure donc dans junior. Après, j'ai vu que t'as été en élite. Est-ce que tu peux me faire une différence que j'ai pas vraiment compris en fait, parce que pour moi c'était vraiment une différence d'âge. Mais en fait, j'ai vu que toi des fois à un certain âge t'as fait aussi des compétitions en senior. Ouais. Alors, comment ça se En passe fait, justement? J'ai vu junior, élite, espoir, en senior. fait, junior et élite, c'est pas du tout le même monde parce que junior, c'est un peu le monde des bisounours, en gros. Chaque fille est différente, c'est un peu pareil chez les garçons. On n'a pas toute la maturité, la même maturité physique.
Donc moi je pense que j'étais bien avancée pour mon âge en termes de force et tout ça, donc ça m'a beaucoup aidé pour les juniors. Et puis donc en fait les juniors c'est de 16 à 18 ans, et puis après il y a le palier élite où là c'est après 18 ans, et là c'est de 19 à 35, 36, 37. Ouais, c'est ça, je crois que la dernière, la plus âgée, elle a 37 ans. Donc en fait tout de suite, on est dans le bain on va tomber peut-être en match de vitesse contre une fille qui a 30 ans et qui a de l'expérience, alors que toi t'en as pas. En fait, tu sors de ton petit monde des bisounours. Et c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans, moi j'ai eu la chance de faire des championnats du monde élite, et en fait de tout de suite me mettre dans le bain avec des coupes du monde élite aussi. Et en fait, je pense que ça m'a aidé aussi beaucoup pour le après, parce que j'ai vraiment compris qu'il fallait vraiment pas se reposer sur ses lauriers, que c'était pas du tout rien n'était acquis, et que du coup il fallait se bouger, quoi, parce que c'est pas parce qu'on va vite qu'on va être championne du monde. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance quand même, en étant encore junior, de pouvoir concourir contre des élites. Ok, ouais, t'as pu upgrader. Quand tu sens que t'as les capacités, tu peux upgrader. En fait, t'es pas obligé de rester dans ta catégorie C'est ça. initiale, on va dire. Ouais. Ok. Alors, avant de quitter complètement le basketball et de plus en parler, le fait d'avoir fait un autre sport à quasi haut niveau, on va dire, parce qu'au pôle espoir, c'est quand même c'est le pré haut niveau, on va dire. Tu Ouais. penses que ça t'a aidé, et tu penses que ça peut t'aider? En quoi ça peut aider dans une dynamique de performance après, quand tu vas dans un autre sport après? Et est-ce que tu t'as senti que ça t'a aidé par rapport à d'autres concurrents ou même d'autres co-athlètes à l'INSEP, quoi? Ça m'a complètement aidé. Ça m'a appris la rigueur, la vigueur, le respect. Tout de suite, en fait, quand on arrive à l'âge de 12 ans, qu'on est dans un internat, faut apprendre à se gérer, faut apprendre à devenir autonome, faut respecter les règles. Et c'est vrai que nous, avec mes copines de basket, c'est vrai qu'on se dit, mais quand même, on a vraiment eu de la chance aussi, parce qu'on est tombé sur un super coach, et qui nous a vraiment appris l'entraide, le respect de l'autre. Il peut y avoir de la concurrence sur les terrains, mais dès qu'on sort en dehors, voilà, c'est l'amitié et le respect de l'autre. Donc vraiment, je pense que clairement, comment je pense à l'heure actuelle, enfin mes valeurs, etc., c'est à la fois mes années au pôle espoir et l'éducation de mes parents. Et oui, mes 2 années au pôle m'ont clairement aidé. Ils m'ont appris à comment manger, comment dormir, et puis ça m'aide aussi. Il y a un côté collectif, en fait, que j'ai appris énormément. En plus, j'étais capitaine de mon équipe, donc j'étais très collectif, très famille, très tout ça. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée un peu au début dans le vélo, c'est un sport très individuel. Donc au début, en fait, je pense que j'avais ce petit côté collectif que les autres n'avaient pas forcément. Et je pense que, enfin voilà, ça joue aussi. Moi, j'aime bien être dans un bon groupe, qui ait une bonne ambiance, et que voilà, dans ce groupe, j'ai une place, que je m'entende bien avec tout le monde, et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc je pense que ça m'a vachement aidé et servi, et que ça me servira encore. Ouais, complètement. Et puis, comme tu dis, ça peut servir aussi à toute l'équipe, finalement, à toute l'équipe, je veux dire, de l'équipe de France de cyclisme, parce que justement, d'avoir cette expérience d'équipe et dans un sport hyper individuel, comme tu dis, de ressouder un peu tout le monde, ça peut être hyper intéressant, quoi. Bah ouais, j'espère que j'apporte un peu une petite touche. Mais c'est vrai que non, mais c'est important. C'est pas évident, ça c'est clair, ça reste un sport individuel, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté collectif avec les vitesses par équipe, par exemple. Mhm. Et voilà. Et puis je pense que je pars du principe que forcément, s'il y a quelqu'un plus fort que toi, ça va te permettre en fait à toi-même de pousser tes limites, à devenir plus fort que lui. Et c'est comme ça qu'on monte. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ouais, plus sous une forme d'émulation que de C'est compétition, ça, c'est ça. tout le monde, ouais. Ok, alors t'as parlé tout à l'heure d'une grosse chute, alors je crois que c'est je sais pas comment on le prononce, mais à Après, Pruskou ouais. ok, en 2017, où tu chutes violemment, t'as même été opéré d'une luxation à la clavicule. Comment tu t'es senti à ce moment-là, psychologiquement, je veux dire, et comment t'es arrivé à remonter sur le vélo? Est-ce que t'as eu peur au début? Est-ce que t'as toujours peur de cette chute? Alors ça a été assez violent, parce que j'ai un peu un trou de mémoire. En fait, pendant la chute, je me rappelle absolument pas de comment ça s'est passé. Enfin, j'ai rien vu venir, et puis je suis tombée assez violemment. Du coup, voilà, je me suis fait une luxation acromioclaviculaire, et c'était ma vraie grosse blessure. Je touche du bois, mais Ouais. du coup, c'est vrai que même au basket, je m'étais pas fait, à part des déchirures adducteurs, ischio. Enfin, c'est vrai que j'avais jamais eu d'opération. Et donc là, moi, je m'étais dit, bon, c'est bon, dans un mois, c'est fini. Et puis voilà. Et sauf que quand le chirurgien t'annonce t'en as pour 6 mois,
Je me dis, dans 4 mois, il y avait des championnats du monde à Apeldoorn. Je me dis, mais là, ça va être vraiment tendu et ça va être compliqué. Donc, franchement, au début, ça a été très, très, très dur. Je suis rentrée 3 semaines chez ma famille tout de suite après l'opération. Parce qu'en fait, quand je me suis fait opérer, rapatriée en France, il n'y avait pas ma famille, il n'y avait que mon coach. Et heureusement, il était là du coup. Donc, enfin voilà, il était là pour l'opération et tout. Et après, c'est mon père qui a pris le relais. Donc, heureusement, j'étais bien entourée. Et ensuite, bah voilà, j'ai commencé la rééducation, kiné, assez intensive avec l'hôpital. Franchement, tout le monde a bien géré. Et puis, je suis revenue pour les championnats du monde. Donc, j'ai pu remonter sur la piste en janvier. Donc, c'était en novembre quand je suis tombée. J'ai pu remonter sur la piste en janvier. Et en fait, bon, j'avais peur. Je pédalais même de travers hein, parce que j'avais vraiment peur de glisser, etc. J'étais assez tendue sur mon vélo. Et l'objectif, c'était juste de participer aux mondiaux. Et puis, en fait, j'y suis allée, mais moi, je voulais faire une belle médaille. Donc, ça a été ça a été mes pires résultats depuis que je commençais le vélo au championnat du monde. Donc, ça a été une très grosse claque. En plus, en kérine, enfin, j'étais vraiment pas à l'aise, j'avais peur. Même sur la piste, c'était vraiment compliqué pour moi. Et puis, heureusement, en fait, je suis partie au Japon. J'ai été invitée pour le tournoi, en fait, du kérine japonais. Donc, j'avais 18 ans à l'époque. Et du coup, en fait, je suis partie là-bas pendant 2 mois, sans entraîneur, sans staff, sans famille, juste avec mes affaires. Et je suis partie 2 mois faire que du kérine, que du vélo, livré à moi-même. Et franchement, ça m'a fait énormément de bien. J'ai appris à me connaître, à me gérer. Et en fait, du coup, ça m'a aussi permis de déconnecter avec les médias, avec tout en fait. Bah C'est ouais. vrai que vu que j'étais sur un gros échec, que tout le monde m'attendait, vu que j'étais vice-championne d'Europe, tout le monde m'attendait, mais sauf que bon, bah, entre-temps, j'avais perdu une petite épaule. Donc, du coup, c'est vrai que c'était vraiment dur. Et puis, j'avais mis la barre trop haut pour moi. C'était pas possible. J'étais pas prête physiquement. Et donc, c'est vrai que ça avait été vraiment un gros coup dur. Et puis, heureusement qu'il y a eu le Japon. Ça m'a servi énormément. Et puis, quand je suis revenue, bah, il y avait les championnats d'Europe à Glasgow. Et c'est là où je suis devenue championne d'Europe pour la première fois à 19 ans en kérine. Alors que, alors que 4 mois avant, je passais même pas les repêchages, j'étais déclassée. Enfin, je pense que ça m'a fait énormément de bien et c'est grâce à ça que je suis remontée. Et à partir de là, en fait, vraiment à Glasgow, j'ai pris du plaisir sur mon vélo, sans pression. Et en fait, c'est là où ça marche le mieux, quoi. Ouais, mais complètement. En plus, t'as dû être dans l'atmosphère. Alors, pour en avoir parlé avec Florian et Benoît, qui les deux sont partis. Bah, Benoît, il est encore au Japon, mais les deux sont Oui. partis au Japon pendant longtemps. C'est incroyable quand il me raconte ça, ce que t'as dû vivre aussi. C'est-à-dire que là-bas, c'est une religion, le kérine. Et donc t'étais sur les paris aussi. On pariait, donc les Japonais pariaient sur toi, du coup. Ouais. Non, franchement, c'était incroyable. C'était un autre monde. C'était un peu comme le PMU en France, quoi. Et mais vraiment, quand j'ai vu l'engouement qu'ils avaient pour nous, ça m'a fait trop plaisir. Enfin, c'était vraiment les gens, ils nous attendaient après les stats, enfin, après quand on sortait de la course, ils nous attendaient pour avoir des autographes, pour faire des photos. Ils nous offraient tout le temps des cadeaux. Moi, j'ai fêté mes 19 ans et mes 20 ans là-bas. Franchement, pendant 2 semaines, j'avais des cadeaux d'anniversaire, j'avais mais franchement des remerciements, ouais, des plein de petits cadeaux et tout. Enfin, c'était fou quoi. Et franchement là-bas, j'étais en immersion totale et j'étais toute seule et j'étais avec aussi d'autres cyclistes plus âgés que moi, plus expérimentés, qui sont devenus des amis à l'heure actuelle. Et franchement, le Japon, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et j'espère le revivre encore et encore. Ouais, tu seras dans ton monde si tu vas à Tokyo. Là, tu seras Oui, comme, oui. comme un poisson dans l'eau. Alors, t'as aussi intégré pendant ce temps l'EM Lyon, alors directement en deuxième année, je crois d'ailleurs, avec le parcours sport-études, j'imagine. Alors, ça ressemble à quoi une semaine ou un mois, Mathilde Gros? Parce que j'imagine il y a l'entraînement, il y a plein d'autres choses à gérer, justement les études. Comment t'arrives à tout gérer et est-ce que tu priorises plus de choses que d'autres? C'est quoi une semaine ou un mois, Mathilde Gros? Bah déjà, c'est grâce à la FDJ que j'ai eu droit à l'EM Lyon parce que c'est vrai qu'ils avaient des partenaires avec eux, donc j'ai pu intégrer la bourse FDJ et grâce à eux, en fait, ils avaient soit Sciences Po ou EM Lyon et moi, j'ai plus adhéré avec le programme EM Lyon et c'est vrai que c'est un programme où en fait tous les mardis on a cours en visio. Mais si on a entraînement, c'est pas grave. Le cours en fait est enregistré, donc on peut rattraper en fait le mercredi, jeudi, vendredi. On peut rattraper toute la semaine d'après les cours.
Donc moi, c'est vrai que mon mois typique, c'est déjà priorité à l'entraînement, ça, c'est clair et net. Mais en deuxième, vient les études. Donc, si le soir il faut rattraper, revoir des cours, bah, euh, réviser pour les contrôles, tout ça. Donc, du coup, je le fais. Et puis après, c'est une fois par mois, j'essaye de descendre chez moi aussi. Donc, c'est vrai que je jongle un peu avec le sport, l'école, la famille. Et puis bon, là, en ce moment, c'est plus de c'est plus d'actualité avec le Covid, mais c'est vrai que j'aimais bien aller faire les magasins aussi, des fois aller au restaurant un peu. Donc bon, là pour l'instant, voilà, c'est lecture chez moi et les cours, mais sinon c'est assez intensif mes mois. Mon quotidien est assez Je intensif. comprends, ouais. J'imagine que, est-ce que tu as tout millimétré? Est-ce que tu as un agenda où tu millimètres tout? Ou bon, tu vas au feeling par rapport à ce que tu fais ou justement pour Moi, faire tout rentrer je déteste ne pas être organisée, ne pas prévoir 3 semaines à l'avance. Franchement, je déteste ne pas savoir ce que je fais le week-end d'après, alors qu'on est déjà le lundi. C'est vraiment, j'ai du mal avec ça. Donc c'est vrai que j'aime bien tout noter. Donc j'ai un bel agenda chez moi où il est bien rempli avec mes entraînements, mes cours, les rendez-vous, médias ou sponsors, etc. Et en vrai, il faut juste savoir gérer, en fait, trouver le bon équilibre. Parce que j'ai déjà eu trop de, par exemple, c'est il y a 2 ans, je crois, où je mettais trop la priorité sur cours, permis, et parce que je passais mon permis en plus, et sponsor. Donc je suis arrivée capoute à la compète. Donc là, on s'est dit en fait, c'était trop de trucs. Et puis après, j'ai déjà eu trop de sport où là, en fait, non, mais moi, j'ai besoin aussi de voir les gens de ma classe, enfin, juste en vidéo, ou au moins de me changer l'idée, de me changer l'esprit et tout ça. Donc, c'est important de juste trouver un bon milieu, en fait, un bon équilibre. En plus, là, on approche avec Tokyo. Et là, par exemple, je sais, et ça, par exemple, mon école le sait, que le mois de avril, mai, juin, juillet, je serai pas trop disponible, quoi. Donc, on va sûrement décaler mon année pour que je reprenne bien après Tokyo. Ok, voilà, justement, du coup, les examens, tout ça, en fait, tout peut être décalé, tout est organisé en quelque sorte Franchement, pour on est les athlètes, super ouais. bien encadré. On a un tuteur référent et il est joignable H24. Et si j'ai un problème où je dis non mais là cette matière-là je peux pas, c'est un travail trop pour moi. Je pars en stage là, je suis en compète là. Franchement, tout est adaptable, modulable et c'est ça que j'adore dans cette école, c'est qu'en plus c'est 100% en distanciel. Et ça, j'avais pas trouvé pour l'instant dans une autre fac. C'était assez compliqué. Donc franchement, on peut suivre, étudier, et moi c'était hyper important pour moi de continuer les études en même temps que le sport de haut niveau. De toute façon, pour mes parents, c'était ok, tu continues le vélo, mais tu fais des études à côté. Ouais, je comprends pour voir l'après. Justement, j'allais t'en parler. Je vais aller un peu dans le futur. On va dire qu'on a une machine, que ça existe, qu'on a une machine à aller dans le futur. Imaginons que, alors, c'est l'or à Tokyo, à Paris en 2024, 3 médailles d'or. T'aimerais faire quoi? Donc là, tu te dis bon je sais pas, hein, ça se trouve c'est encore après. Tu veux aller jusqu'en 2028. Allez, on va pousser jusqu'en 2028. T'aimerais faire quoi après ta carrière? Est-ce que t'as déjà eu des idées et est-ce que tu prépares déjà ton après-carrière maintenant justement avec l'intégration à l'EM Lyon? Est-ce que tu prévois des trucs? Est-ce que tu as déjà eu des idées? Franchement, j'ai découvert parce qu'en fait, moi, à la base des bases, à l'âge de 10 ans, je savais ce que je voulais faire comme métier, c'était professeur de PS. Donc, comme ma D'accord. mère, en fait, j'étais vraiment focalisée dessus. Et c'est vrai que j'ai fermé beaucoup de portes, en fait, j'ai fermé toutes les portes. Et je m'étais vraiment focalisée dessus, donc j'avais fait un bac S spécialement pour ça. J'avais fait STAPS spécialement pour ça. J'avais validé ma première année. Je partais sur une deuxième année. Et vu qu'on a changé, qu'on est parti de l'INSEP, à partir de là, ça a été compliqué parce que du coup, il fallait retrouver une fac qui mettait, qui était adaptée pour les sportifs de niveau. Et là, c'est pas possible. Donc du coup, pendant 2 ans, j'ai galéré dans d'autres facs. Et puis après, j'ai laissé tomber pour me qualifier pour les Jeux. Donc j'ai laissé tomber les études. Enfin, je les ai mis de côté. Et puis là, du coup, en fait, je suis partie dans EM Lyon, donc école de commerce. Et vraiment, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, ni de ce que c'était vraiment. Et à partir de là, en fait, j'ai découvert différents métiers, par exemple tout ce qui est travailler dans le management d'une équipe ou enfin c'est vraiment le management qui m'attire beaucoup. Je sais ce que je veux pas, je sais ce que je veux aussi, donc je me dis pourquoi pas. Donc travailler dans le management pour l'instant c'est assez large, mais je sais pas trop encore. Ou alors
travailler, enfin être toujours dans le sport. Ou alors j'aime bien aussi les gens qui commentent sur les plateaux télé. Donc je sais pas, c'est vrai que pour l'instant je me ferme pas de porte et je me dis je verrai bien un peu. En fait, je veux juste avoir. Donc j'ai eu mon bac et j'aimerais bien avoir un bac +4, ce serait top pour avoir enfin un diplôme que si je dois arrêter pour X raisons dans quelques années, au moins j'ai quelque chose. Et voilà, je me laisse je me ferme pas les portes. Je me suis déjà fermé les portes avant, je vais pas refaire la même erreur. Ouais, oui, et puis tu verras bien justement en général si les sportifs à succès ils arrivent à trouver où on leur propose quand même des choses et ils arrivent à trouver chaussures à leurs pieds en général. Oui, donc voilà, je me dis, j'espère que j'atteindrai mes objectifs et mes rêves dans le sport et peut-être que ça m'ouvrirait des portes dans le métier, dans d'autres métiers, quoi. Le rétro-planning justement pour Paris 2024, pour pas Paris, pour Tokyo, on va faire plus court. Ton rétro-planning c'est quoi là jusqu'à Tokyo? Qu'est-ce que t'as de prévu en termes d'entraînement, en termes de préparation et quand est-ce que tu pars? Est-ce que t'as déjà ce rétro-planning de prévu ou pas? Donc on a un rétro-planning qui est prévu, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué avec le Covid. On a appris, et surtout moi, à vivre au jour le jour. Moi qui étais Ouais. toujours dans l'avancée, l'anticipation, là en fait j'ai appris à vivre au jour le jour et profiter des moments au jour le jour. Donc pour l'instant, il y aurait 2 Coupes des Nations, une à Newport en Angleterre et une autre à Hong Kong. La première est le 20 avril et l'autre est mi-mai. Donc pour l'instant, il y aurait 2 Coupes des Nations. C'est pas sûr, vraiment pas sûr, surtout pour la première encore à l'heure actuelle. Normalement c'est ça qui est prévu. Et puis des championnats d'Europe qui étaient censés être prévus en février, qui ont été reportés en juin à Minsk en Biélorussie. Et du coup les Jeux Olympiques. Donc si tout se passe bien, on aurait 3 compétitions avant les Jeux. Au pire des cas, on n'aurait que les championnats d'Europe juste avant les Jeux. Donc voilà, pour l'instant ce qui est prévu. Et puis on verra bien. En attendant, sinon on s'entraîne. On a des blocs d'entraînement spécifiques. Et puis voilà, on continue à s'entraîner. Hein. Qu'est-ce que tu préfères toi à l'entraînement justement? C'est quoi la partie que tu préfères? La piste sur les sprints. C'est vraiment la diversité qu'on peut faire en fait comme entraînement sur la piste. Il y a de tout avec petit, gros braquet. C'est vraiment ça. Parce qu'après on a la musculation et la route. Donc mais bon, c'est pour ça que je fais de la piste aussi, quoi. Ouais, d'accord. En gros, tu dis que t'aimes pas trop la muscu et pas trop Non, la longue. non, la muscu j'aime bien aussi. Franchement, ça me dérange pas. Mais la route non plus d'ailleurs. Mais voilà, je préfère. J'adore la piste. Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est ta spécialité. Alors, je vais passer sur une dernière partie. C'est des questions plus rapides. C'est des questions 30. T'as 30 secondes max pour répondre. Okay. C'est des questions sport ou pas sport. Mais comme je le dis, alors c'était pareil avec Trésor, c'était un sprinter aussi. Toi aussi, t'es une sprinteuse, donc ça devrait pas te poser de problème. 30 secondes max. Est-ce que t'es prête? Il y en a 8 de questions. Ok. Il faut répondre par oui ou par non ou... Non, tu peux répondre. T'as 30 secondes, donc tu peux un tout petit peu t'étaler. Ok. Ta plus grande phobie et pourquoi? Ma plus grande phobie, c'est les serpents. Et parce qu'au Japon, une fois, j'étais en train de me balader, voiture, porte, fenêtre ouverte, et il y a un serpent qui est tombé sur le pare-brise, il a failli rentrer. Et du coup, c'est vraiment ma phobie, ces trucs. Ok, pas de serpent. T'as de la chance en France, il y en a pas trop. Là où le sportif qui t'inspire le plus et pourquoi? Grégory Boger, parce qu'il a marqué en fait son sport. Il a pas seulement été, remporté des médailles. Il a vraiment marqué son sport. Et d'ailleurs, on voit là, il est parti, mais c'est vrai que il est vraiment dans toutes les têtes de tout le monde, et c'est ça que j'admire chez lui. Alors, je suis un tout petit peu en dehors. Il t'accompagne toujours. T'as toujours des contacts avec lui justement sur tes préparations, sur Oui, des oui, choses comme ça. c'est devenu un ami, et vraiment depuis le début, dès que je suis arrivée, il s'est occupé de moi, et c'est vrai qu'il m'a donné plein de conseils, et en fait il fait ça avec tous les jeunes, donc c'est vraiment ouais, franchement, quand il est parti, qu'il nous a annoncé sa retraite, c'était vraiment dur pour tout le monde. Ouais, pour les spectateurs aussi. Oui, Je te le dis. On repart sur le questionnaire. Tu préfères ne plus jamais pouvoir utiliser Internet ou ne plus jamais pouvoir prendre l'avion? Ne plus jamais pouvoir utiliser Internet, parce que prendre l'avion, pour moi, ça permet de voyager, et je trouve que le monde est tellement beau que c'est important de voyager.
Ouais, surtout pour les compétitions, c'est assez important quand même. Oui. Ton film culte? Mon film culte, c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Je l'ai regardé 10 fois, je crois, parce que ma mère est ch'ti et mon père est marseillais, et donc c'est vraiment l'histoire de ma famille, en gros. C'est pas des stéréotypes ou c'est des stéréotypes du coup En fait, c'est des stéréotypes, mais c'est vrai que bon, ils abusent un peu dans l'extrême. Mais en vrai, c'est ça, quoi. La chanson que tu connais par cœur? J'en connais plein par cœur de chansons. Mais je dirais Les Lacs du Connemara de Michel Sardou. Ok, très bien, très beau. As-tu déjà été éveillé pendant plus de 24 heures? Et si oui, quand est-ce que c'était la dernière fois? Alors, j'ai été éveillée pendant plus de 24 heures. C'était pour un vol. J'allais en Colombie. C'était la première fois que je prenais l'avion aussi longtemps. Et en fait, avec le décalage horaire, j'ai vraiment pas réussi à dormir. Je crois que je suis restée éveillée 27 heures, je crois. Bon, après, j'étais KO. Hein. Mais c'est vrai que c'était vraiment dur. Ah oui, c'était même pas pour faire la Java avec des potes, quoi. Non, c'était juste pour du décalage horaire. Ah, horrible, horrible. Ce que tu préfères faire en dehors du sport? Du shopping. Ok, ouais, comme tu disais, ça doit être horrible pour toi en ce moment. Et enfin, une personne qui t'a entouré ou qui entoure des sportifs que je devrais inviter sur le podcast? Là, c'est une personne. Mon père. Non, vraiment pour mon père. Enfin, mes parents, c'est mes pères. Enfin, pour moi, je les remercierai jamais assez. Donc, franchement, les personnes que tu me dis maintenant, voilà, pour moi, c'est mes parents. C'est ceux qui, tu penses, t'ont le plus entouré et qui t'ont permis de faire ce que t'es là maintenant. Ouais. Ils auraient très bien pu dire non, en fait, parce que forcément, ça a un coût de venir s'installer sur Paris. Il y a plein de trucs. Donc, vraiment, ils sont toujours là à chaque compète. Mais vraiment, hein, à chaque compète. Et je me dis, moi, il faut que j'assure pour être des parents comme eux, quoi. Parce que là, j'ai pas le choix. Ils sont au top. Ils ont mis la barre haute. Merci beaucoup à toi, Mathilde. Je pense que maintenant, les auditrices et auditeurs du podcast sont calés sur le vélo sur piste. J'espère. Cet échange m'a beaucoup plu. Je suivrai avec attention tes futurs exploits. C'est quand qu'on peut te voir d'ailleurs la prochaine compétition? T'as dit à Glasgow, c'est ça? À Newport, en Angleterre. Newport d'abord, ok. Ouais. Croise les doigts que vous me verrez à la télé à ce moment-là. J'espère vraiment, parce que sinon ça veut dire que toujours pas de compète, donc ça va être long. Ça passe où d'ailleurs ces compétitions sur des chaînes en particulier? Eurosport et France Télévisions. Après, okay. Ça dépend peut-être des fois, il y en a qu'une, mais généralement c'est ces chaînes-là qui nous repassent en replay. Donc voilà quoi. Eh ben merci beaucoup Mathilde, à très bientôt, bon courage pour toute ta préparation et à très vite. Merci. Cet épisode est terminé, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. Je radote, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, @LCDS comme la clé du succès, lcds.podcast.sport. Et mon compte perso, @Bronchard-Mikhailov. Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify. Enfin, je remercie beaucoup Marine Ferry et Félix Fatalo qui m'aident beaucoup depuis peu sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté chez tout le monde. Allez, je vous dis au prochain épisode, à plus.